Bien, donc dans la première partie du cours, nous étions arrêtés sur cette carte qui montrait l'échange colombien, donc qui montrait le fait que l'Europe, euh, l'Amérique et parfois via l'Afrique sont reliés les uns aux autres, hein, ou si on parle des continents, et qu'il y a de nombreux échanges donc de produits. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler de la naissance d'une véritable première économie monde dès le XVIe siècle. Alors, cette première économie monde, elle est schématisée par justement le document 1, hein, le commerce dans le monde au XVIe siècle. Alors ce schéma, je vous demanderai de le reproduire sur votre cahier ou dans votre classeur, ou bien vous l'imprimez, vous le collez, mais il est à connaître par cœur. Ce schéma montre donc comment les 4 continents qui sont explorés à partir de maintenant et qui sont reconnus, l'Amérique qui s'est ajoutée à l'Europe, l'Asie et l'Afrique, sont en connexion. C'est pour ça qu'on parle d'une économie monde. Donc, vous avez un code de couleur qui est important à comprendre, hein, pour comprendre la légende et comprendre ce schéma. Donc, de l'Europe, par exemple, vont aller vers l'Afrique des produits manufacturés, c'est-à-dire par exemple des draps ou du tissu ou des armes, comme on a pu le voir dans le document sur le marchand vénitien qui se rendait au Sénégal. En échange, de l'Afrique vont partir vers l'Amérique des esclaves via la traite des esclaves. Par contre, de l'Afrique vont partir également des esclaves vers l'Asie. Donc l'Afrique exporte essentiellement des esclaves. En Amérique, l'Amérique, elle, va exporter vers l'Europe des produits exotiques et va exporter de l'or et de l'argent. On l'a vu avec l'activité l'or et à l'argent de l'Amérique. Et on a parlé des produits exotiques, notamment par exemple la canne à sucre qui est exportée, du moins le sucre de canne, qui est exporté vers l'Europe. De l'Europe vers l'Asie, cet or et cet argent vont être exportés vers l'Asie, car il va servir en fait à acheter des produits qui viennent d'Asie, et notamment des produits exotiques. Mais là, dans ce cas-là, ce sera peut-être plutôt des épices, de la soie, qui seront donc payés grâce à l'or et l'argent qui auront été récupérés en Amérique. Donc, tout cela fait que les continents vont avoir des relations entre eux économiques, et c'est pour ça qu'on peut parler de véritable économie monde. Donc, cela permet une connexion des différents marchés entre eux. Et on l'avait vu, hein, dans un cours précédent, hein, cela permet l'enrichissement notamment des villes portuaires, parce que ce sont les portes d'entrée du commerce en Europe. Et on avait vu le cas de la ville de Séville, hein, avec la présence de très nombreuses richesses, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des soieries, des draps. Et on avait vu que les marchands rivalisaient les uns avec les autres pour avoir les demeures les plus luxueuses, dont ils faisaient refaire les façades, avec des ornements extrêmement précieux pour montrer leur richesse. Donc cet enrichissement, on le retrouve dans la plupart des grandes villes portuaires, hein. Ça va être le cas à Séville, mais c'est également le cas par exemple à Lisbonne, si on prend l'autre grande puissance coloniale à cette époque. Alors on en a déjà un petit peu parlé, hein, mais cette économie monde, hein, qui met en relation les 4 continents va permettre des transferts écologiques et culturels. Alors au niveau des transferts écologiques, eh bien on peut prendre l'exemple de ce qu'on a appelé à l'époque les pommes d'amour, que les Européens a nommé comme ceci, mais que vous aujourd'hui vous connaissez sous l'appellation tomate. Donc elles ont été à l'exemple d'autres plantes découvertes donc sur ce continent, hein. Et comme le décrit ce botaniste flamand Rambert Doedens au XVIe siècle, dans une histoire des plantes, à la rubrique pommes d'amour, il dit ces pommes étrangères sont aussi de deux sortes, les unes sont rouges, les autres jaunâtres au reflet. Ces pommes ont des tiges rondes, touffues, de 3 ou 4 pieds de haut, bien branchues, etc. Euh, il parle également de l'intérêt alimentaire qu'ont ces plantes, hein, puisqu'il dit selon que nous pouvons juger hors du goût, elle est de nature froide, principalement les feuilles, aucunement semblable à de la mandragore et pourtant aussi dangereuse. Donc vous voyez qu'à l'époque, euh, on considérait encore les tomates comme une plante dangereuse et on n'était pas encore prêt d'en faire du ketchup comme vous aviez pu le voir dans la vidéo introductive. En tout cas, à l'image des pommes d'amour, hein, on l'a déjà dit, les Occidentaux découvrent de nombreuses nouvelles plantes. Alors en italien, pomme d'amour, ça se dit pomodoro, hein.
mais ils découvrent également le maïs, le cacao, le café, les courges, les citrouilles, la pomme de terre, ce qui va bah, évidemment impacter les modes de consommation des Européens, hein. Ils vont se mettre à avoir une alimentation beaucoup plus variée, beaucoup plus riche aussi, hein. Par exemple, la pomme de terre va être vulgarisée en France par Parmentier, hein, celui qui a donné son nom au Archie Parmentier, qui va être l'un des premiers à défendre l'intérêt culinaire et surtout nutritif de cette plante, qui pourrait, selon lui, permettre de lutter contre les famines récurrentes au sein du royaume français. Donc, il va y avoir donc la mise en culture de nouvelles plantes et qui seront considérées finalement comme faisant partie du patrimoine européen, alors que ce sont des plantes qui à l'origine étaient des plantes américaines. Donc ça vous permet au passage d'ailleurs de voir qu'à travers ce chapitre, comme à travers les relations qu'on avait vues dans la Méditerranée à l'époque médiévale, comment en fait notre alimentation s'est petit à petit enrichie avec les échanges culturels à travers les rencontres avec différentes civilisations. On avait vu les enrichissements lorsque les Européens d'Occident avaient rencontré les peuples du Proche et du Moyen-Orient à travers par exemple les croisades en découvrant certains fruits et légumes qui n'existaient à l'époque que dans le monde arabo-musulman ou dans le monde byzantin, et bien là, on voit que encore une fois, il va y avoir d'autres plantes qui vont être découvertes et importées, ce qui fait que petit à petit, eh bien, notre répertoire culinaire, gastronomique, va s'enrichir. Alors, ça va impacter le mode de consommation des Européens et ces découvertes vont être intégrées dans les classifications, c'est-à-dire par le biais des travaux des botanistes qui vont classifier ces plantes. Comme vous pouvez le voir ici, hein, par exemple, ici on a une planche qui indique le nom latin de la tomate, qui dessine la tomate, on voit que c'est assez ressemblant, hein, et qui va être intégré dans une classification. Donc, ainsi, les botanistes vont représenter les nouvelles espèces qui sont découvertes. Alors, j'aurais pu vous mettre aussi d'autres espèces qui vont être découvertes par les botanistes ou les naturalistes européens. Ça va être par exemple la découverte de la girafe en Afrique, donc qui va être représentée à cette époque-là, quand les Portugais vont découvrir ces animaux fantastiques qu'ils ne connaissaient pas, et ils vont se mettre à les représenter. Alors, cette carte ici vous indique le voyage, par exemple, d'un fruit comme la tomate, hein. C'est un fruit, pas un légume, vous le savez, puisque c'est issu d'une fleur, hein, la fleur qu'on devine ici. La tomate, à l'origine, elle vient du Pérou, donc dans les Andes, hein. C'est le pays qui était vraiment le pays producteur des tomates. Puis ces tomates vont être exportées et domestiquées au XVIe siècle au niveau du Mexique, autre colonie espagnole. Donc c'est pour ça, entre ces deux colonies espagnoles, on va cultiver la même plante. Puis elles vont être exportées vers l'Europe. Et c'est étrange, au XVIe siècle, donc exportées vers l'Europe, et c'est 2 siècles plus tard qu'elles seront implantées aux États-Unis en revenant par des marchands européens. Donc vous voyez le trajet qu'aura fait la tomate, au lieu de monter du continent sud-américain vers le continent nord-américain, eh bien vont faire un aller-retour de 2 siècles avec l'Europe pour ensuite revenir au XVIIIe siècle aux États-Unis et pouvoir enfin fabriquer le fameux tomato ketchup Heinz que vous aviez vu en vidéo illustrative et introductif de ce cours. Et puis, ben, à peu près à la même époque, eh bien, la tomate partira du Mexique pour aller vers l'Asie du Sud-Est, hein, au XVIIe siècle. Donc voilà comment une plante va se diffuser à l'échelle du monde. Alors ensuite, on va enchaîner sur le grand C qui s'intitule le développement des échanges culturels et la fixation de nouveaux savoirs géographiques. Donc après avoir vu l'économie monde, hein, les échanges surtout économiques et les migrations humaines, eh bien on va voir les échanges dans le domaine culturel et on va voir les conséquences justement culturelles de la découverte et de la conquête du nouveau monde. On va voir dans un premier point que ces échanges culturels, ils sont asymétriques et ils vont générer un nouveau regard, un nouveau rapport à l'homme, pardon. Alors asymétrique, ça veut dire qu'ils ne sont pas symétriques, le A étant privatif, et qu'en effet, ils vont être plutôt, vous vous en doutez, à l'avantage de la culture européenne par rapport à la culture amérindienne. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup comment dire, d'importation de la culture européenne en Amérique et peu d'importation de la culture amérindienne en Europe, vous imaginez bien. Euh,
Donc ces échanges, ils sont nés évidemment de la conquête et de la colonisation ensuite, hein, qui va venir après la conquête, c'est-à-dire la phase d'établissement de populations européennes sur le continent américain. Et ces échanges asymétriques, ils sont en quelque sorte décrits à travers cet extrait des essais de l'auteur français qui s'appelle Montaigne, hein, un auteur qui fait partie du courant humaniste, un courant sur lequel nous travaillerons dans le chapitre 2 de ce thème 2 du programme d'histoire. Et donc, euh, dans ces essais, il raconte comment, selon lui, notre monde, donc l'Europe, vient d'en trouver un autre. Et Montaigne, donc cet écrivain et philosophe français du XVIe siècle, écrit: Notre monde vient d'en trouver un autre, sous-entendu l'Amérique, et qui nous répond si c'est le dernier, puisque les démons, les sibylles sont des prophétesses de l'Antiquité romaine, et nous avons ignoré celui-ci jusqu'à cette heure. Oui, bah, ça veut dire que jusqu'au XVIe siècle, on ne savait pas que ce monde existait, hein. Donc c'est vraiment une découverte non moins grand et membru que lui, donc aux membres gros et forts, toutefois si nouveau et si enfant qu'on lui apprend son ABC. Il n'y a pas 50 ans qu'il ne savait ni lettres, ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni blé, ni vigne. Là, il est en train de décrire en fait ce nouveau monde, c'est-à-dire l'Amérique, en disant il n'y a pas 50 ans qu'il ne savait ni les lettres, ni les poids, ni les mesures, ni les vêtements, ni les blés, ni les vignes. Il est en train de dire que toutes ces choses-là, eh bien l'Amérique les a découvertes grâce à la colonisation parce qu'elle a été découverte par les Européens. C'est les Européens, je vous avais dit, qui avaient apporté la culture du blé, de la vigne, et ils vont apporter également certains vêtements, les poids et les mesures, et puis évidemment l'écriture latine, hein, notre écriture à nous. Il était encore tout nu, donc au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire il considère le continent américain comme un jeune continent, un peu comme un bébé, et ne vivait que des moyens de sa mère nourrice, c'est-à-dire il vivait en rapport avec la nature. Donc c'était un continent qui compare à un enfant, tellement enfant qu'on lui apprend son ABC. Donc c'est un nouveau monde qui vient de naître en quelque sorte. Si nous concluons bien de notre fin, cet autre monde ne fera qu'entrer en lumière quand le nôtre en sortira. Donc, il peut espérer peut-être que ce nouveau monde se développera quand l'Europe, entre guillemets, connaîtra une sorte de régression et ne sera plus aussi triomphante qu'elle était à l'époque. L'univers tombera en paralysie, un membre sera perdu, l'autre en vigueur. Donc un membre sera perclus, pardon, c'est-à-dire ne pourra plus bouger. Sous-entendu, l'Europe va être un continent qui va s'affaiblir, qui risque d'être de plus en plus paralysé par ses faiblesses, alors que l'autre sera en vigueur, sous-entendu le nouveau monde, lui va grandir, va s'éduquer et va se développer et devenir le nouvel Eldorado au sens propre. Alors ça, c'est une sorte de construction un peu mythique, hein, du Nouveau Monde que se fait Montaigne, qui n'y a jamais mis les pieds, hein. Et cette construction du Nouveau Monde, de façon générale, elle est largement fantasmée par les Européens, hein. Fantasmer, vous connaissez ce mot fantasme, c'est s'imaginer des choses qu'on 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 fantasme, c'est le cas de le dire. Et les Européens qui n'ont ni la télé, ni Internet, ni de photographie, ils s'imaginent le Nouveau Monde. Et alors, souvent, soit ils retiennent ce qui les effraie, par exemple, eh bien, on en a déjà parlé, mais les rituels anthropophagiques, c'est-à-dire le cannibalisme, ça les effraie, ou les sacrifices humains, voilà, ça les marque. Ces populations du Nouveau Monde sont des populations barbares, donc ça les effraie et ça déconsidère les indigènes qui sont considérés finalement comme à mi-chemin entre des hommes et des animaux. Et puis le Nouveau Monde, eh bien également, ça va les fasciner. Et on en a également déjà parlé avec vous dans le cours, c'est tout ce qui est la mythologie, que ce nouveau monde serait extrêmement riche en or, en argent, tout ce qui est l'Eldorado. Et là, on voit à travers Montaigne qu'on est encore dans un autre domaine, c'est que ce nouveau monde, en quelque sorte, il serait un peu pur, un peu comme un enfant qui viendrait de naître, à qui il faudrait tout apporter, à qui il faudrait tout apprendre, c'est-à-dire l'alphabet, porter des vêtements, certaines cultures. Comme il dit, c'était un monde encore nu, qui ne vivait que des moyens de sa mère nourrice, et sous-entendu, maintenant, c'est un monde qui va être éduqué, et éduqué par qui? Bien entendu, par les Européens, qui, évidemment, à cette époque-là, considèrent qu'ils sont la civilisation supérieure et qu'ils se doivent d'éduquer les civilisations inférieures, à savoir les Amérindiens. Voilà, je vous remercie pour ce cours qui est terminé et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.